Bonjour à tous, bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, on s'axe sur la formation avec Philippe Lemaire, entraîneur des 19 nationaux du Sporting Club de Bastia. Bonjour Philippe. Bonjour, merci. Patrice avec nous pour cette émission, Brice à la réalisation de l'émission. Avant de commencer et de parler des championnats régionaux, ensuite nationaux, en commençant par les 19 ans, les moins de 19 ans. Patrice, petit retour sur la saison passée des U19. La saison passée 19 qui a été très glorifique puisque vous avez acté une montée justement en U19 nationaux et surtout ce parcours en Gambardella qui a été exceptionnel, qui s'est arrêté à Fouriagne en quart de finale face à Dijon. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rétrospectif de ce qui s'est passé la saison dernière qui a donné un boost justement à votre équipe? Oui, tout à fait. Donc on avait un championnat régional à conclure de la meilleure des façons. Donc voilà. Donc on avait quelques matchs qui ont été difficiles, d'autres un peu moins. Donc, ce qui nous a empêché d'être, très, très dur, très, très performant au cours des entraînements. Et puis après, il manquait un petit peu d'évaluation dans ce championnat-là par rapport aux joueurs et tout. Et la Gambardella était le bienvenu parce que voilà, on a commencé dès le deuxième tour. On a fait pas mal de tours en Corse. Et puis après, on a eu cette épopée. Un petit peu, il faut mettre un mot sur ce parcours. Et puis voilà, on a pu aussi jauger un petit peu de la capacité de nos joueurs à s'adapter à ce niveau-là. Et puis voilà, avec cette apothéose contre Lyon en 8e, etc., un gros club et tout. Et puis ce quart de finale là, qui se termine, un petit peu difficilement pour nous tous. Mais voilà, on gardera de toute façon un énorme souvenir avec cet éclairage sur la formation parce que le centre a réouvert en juillet dernier et d'avoir dès la première année un éclairage de la sorte, ça montre aussi qu'on était sur la bonne voie, que l'ensemble des éducateurs et des joueurs travaillent bien. Et je trouve que ça a été un accélérateur un petit peu pour le centre. C'était exceptionnel aussi, certains joueurs qui découvrent aussi le stade Armand Cesare et d'avoir joué vraiment dans l'antre de Fouriagne, parce qu'on sait que les tours précédents, que ce soit Rodez ou Troyes, vous avez joué justement au country. Là, d'avoir joué des matchs comme face à l'Olympique Lyonnais ou Dijon, d'avoir joué à Fouriagne, c'était quelque chose d'exceptionnel pour votre groupe. Oui, pour moi aussi. Je découvrais ce stade, s'asseoir sur ce banc et tout, voilà. Moi, en 78, j'avais déjà 16 ans, donc je me rappelle un petit peu cette épopée et tout. Et donc voilà, de s'asseoir là déjà, c'était impressionnant. Pour les joueurs aussi, ça a été un boost terrible. Là, il faut reconnaître que c'est un boost terrible, c'est un rêve pour certains. Ça a été, voilà, et moi je vais essayer de le vendre aussi comme le début de quelque chose pour l'ensemble des joueurs. C'est-à-dire que d'avoir la chance de jouer là, ça doit donner encore plus de force pour continuer le parcours et tout. Non, ça a été une aventure formidable. Oui, pardon, ce qui a permis dans votre hymne aussi de valider après la montée en U19 national. Voilà, parce que c'était l'objectif premier quand même. L'objectif premier, c'était quand même de remonter en U19 nationaux. Donc voilà, ça a permis à la Gambardella d'avoir plus de matchs, d'être confronté de meilleurs adversaires, ce qui nous a servi lors de la finale pour pouvoir passer et puis d'arriver à cet objectif qui était d'arriver en U19 nationaux. Justement, vous avez parlé bien entendu de la montée, c'est la suite du projet club, la montée en U19 nationaux. Vous avez un groupe l'an dernier, est-ce qu'il est composé des mêmes joueurs cette année? Est-ce que c'est dans la suite? Ah oui, tout à fait, oui. Alors, le premier objectif était de retrouver un niveau de compétition nationale à 3 étages, avec la Nationale 3, les U19 et les U17. Donc, ce qui permet d'avoir un niveau de compétition intéressant par rapport à nos joueurs, pour qu'ils puissent se développer tout au long de la formation chez nous. Et puis après, oui, bien évidemment, le groupe de ces 2007 là, qui a fait cette épopée, est reparti dans son intégralité avec nous. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Ouais. Alors, on reparlera du championnat plus en détail juste après les championnats régionaux. Et Patrice, on peut commencer par les résultats de la Régionale 4. Régionale 4 qui a vu Ponteletsch s'imposer en déplacement à Bigode, 1-0. Le leader, la réserve du GFCA, s'est imposé largement 4-2 face à Loum. Et la deuxième réserve de Cortéel s'est imposée face à Saint-Jean, 1-0. Au niveau du classement, la réserve du Gaz est toujours première avec 59 points. Deuxième, Ponteletsch, 45 points. Troisième, la réserve de Guizot Prouné
journées, il est 43 points. Pour les prochaines journées, la réserve de Guizot Pruniel va se rendre dans la deuxième réserve de l'AS Kazink à Ponteletxe. Et ça va être vraiment le match phare de cette Régionale 4. Va recevoir la réserve du GFCA, le leader de ce championnat. Et pour finir, Saint-Jean, lui, va recevoir Bigode. A noter que le match entre Ghisonaccia et Tog a été reporté pour conditions météorologiques. Allez, maintenant, Régional 3. En Régional 3, pas tous les matchs se sont tenus ce week-end. La belle victoire de la réserve de l'AS Porto Vecchio contre la deuxième réserve du Gallia Luciana. La Kazinka conforte sa place de leader incontesté en s'imposant 2-0 face à AFA. Le GFCBL a gagné 3-0 face au Capigorso et Bocognano qui patauge un peu contre l'Orient et 2 buts partout. Et la rencontre entre Antizanti, Vezzani et Lupino a été reportée pour conditions météorologiques, tout comme le Niolo face à l'FJEB, enfin du moins la réserve. Pour les prochaines journées, le GFCBL va recevoir la Kazinka, l'AS Porto Vecchio va recevoir l'Orient et la deuxième réserve du Gallia Luciana va se déplacer à Lupino. Régional 2, alors forfait général pour Calenzane qui devait recevoir ce week-end le leader, l'AC Ajaccio. La réserve du Gallia Luciana s'est imposée 4-0 à l'extérieur face à l'ECB. Très belle victoire aussi de la réserve de Borgo, 3-1 face au Neb. On le voit au classement, hein. L'ASA est toujours premier avec 57 points. Deuxième, la réserve de Borgo avec 50 points. Troisième, le Gallia, la réserve avec 48 points. Pour les prochaines journées, on rappelle que la réserve de Borgo va se déplacer la réserve de Foignagliane. La CA, elle, va recevoir le Nib. La réserve du Gallia Luciana devait recevoir la Calenzane, mais Calenzane est forfait général, Jean-Baptiste. Oui, Patrice, avant de parler de Calenzane, la belle victoire de Monticello Sant'Are Barada, 1-0 face à la réserve de Corté. Justement, on a eu en visio l'entraîneur Jacques Savé. On l'écoute. Alors, coach, bonjour. Une belle victoire contre Corté, la réserve, 1-0. La victoire est fait du bien à 2 titres pour le maintien et en plus de ça avec le forfait général de Calenzane qui a un peu rebattu toutes les cartes dans le haut comme dans le bas de tableau. Oui, bonjour à toute l'équipe de Tutti Foot. C'est évident que la victoire d'hier nous fait énormément de bien puisque avant le match on était en position d'avant-dernier, donc dans une position inconfortable et en gagnant hier contre Corté, ça nous a permis de gagner 3 places au classement. Donc la fin de saison va être indécise. Il reste encore pour notre part 7 rencontres à disputer. Donc il va falloir essayer de continuer sur la bonne dynamique actuelle, puisqu'on reste sur 2 victoires consécutives. Et ne pas se relâcher malgré que le week-end prochain on n'ait pas de match à jouer. Voilà, il va falloir rester concerné jusqu'au bout. Là, vous êtes actuellement 8e au championnat. Est-ce qu'en début de saison, vous attendiez à jouer le maintien, sachant qu'on vous a vu, même l'an dernier, jouer le top 5, top 6 ? C'est une saison auquel vous attendez ? Alors, pour dire vrai, pas vraiment, parce qu'on avait fait une super saison l'année dernière. On avait fini 4e à seulement 4 points du second. Après, on s'attendait pas à vivre ce genre de saison cette année. On pensait continuer sur la même dynamique que la saison dernière. Malheureusement, malgré que l'effectif n'ait quasiment très peu bougé, on va dire qu'on a eu un état d'esprit un peu moins bon. Surtout, je dirais qu'on a payé un peu notre manque d'investissement. Voilà, on a été inconstant et régulier toute l'année, dû notamment aux absences répétées à l'entraînement. Donc c'est ce qui nous a un peu pénalisé. Et maintenant, il va falloir faire le nécessaire pour essayer de finir le plus haut possible. On a encore la possibilité de finir, je pense, au mieux 6e. Donc on va essayer de finir du mieux possible les 7 matchs qui nous restent à jouer. Les 2 rencontres qui arrivent, c'est contre Cargèse et contre la Costa Verde, et c'est des concurrents directs au classement. Cargèse est lanterne rouge avec 21 points, 12e, et la Costa Verde est juste à votre niveau. C'est des rencontres à absolument gagner pour, comme vous avez dit, espérer la 6e place et finir le championnat plus sereinement et préparer la saison d'après.
Oui, tout à fait. On sait que ces deux rencontres elles vont être compliquées. Se déplacer à Cargès, c'est jamais facile. C'est un déplacement déjà long. C'est une équipe dure à jouer sur son terrain. C'est une équipe qui va jouer peut-être sa dernière chance contre nous. Donc ça sera un match compliqué. Et puis Costa Verde aussi. Après, on va pas trop se prendre la tête avec ça. On essaye. On est, on va dire, dans une meilleure passe en ce moment avec plus de joueurs à l'entraînement. Donc on va essayer de continuer sur cette dynamique, d'essayer avant tout de bien se préparer, de faire un bon match là-bas. Et puis après, de toute manière, il reste encore 7 rencontres. Donc pour nous, elles ne seront pas décisives. Donc c'est pas la peine qu'on se mette une pression particulière. On essaiera de faire du mieux possible en essayant de ramener des points et de Cargès et à domicile contre Costa Verde. Et vous avez parlé justement des entraînements, qu'il y avait plus de monde à l'entraînement. C'est important justement d'être, pour une équipe de Régional 2, même en Régional 3, d'être au moins 12, 14 à l'entraînement pour pouvoir bien travailler et être constructif et mettre des systèmes et des schémas de jeu en place le week-end. Oui, déjà, on a un désavantage par rapport à certaines équipes de la poule, c'est que nous, on s'entraîne que 2 fois par semaine, contrairement à certains qui s'entraînent 3 fois. Et puis, bon là, pour vous dire, la veille, le vendredi avant le match, la réception de Corté, on était 19 à l'entraînement. Donc, nous, on signerait pour être 19 à chaque fois. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Donc, on a eu un mois de février très compliqué où on a dû faire appel à notre équipe vétéran pour pouvoir assurer notre présence dans certaines rencontres. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les vétérans du club qui se sont mis au service du club et qui nous ont dépannés pendant bien 3-4 matchs. Donc voilà, on a eu aussi, nous aussi, des moments compliqués dans la saison. Actuellement, ça va un peu mieux parce qu'on a récupéré nos blessés, on a récupéré des convalescents, on a récupéré nos suspendus parce qu'on a été lourdement sanctionnés aussi. Donc en ce moment, ça va un petit peu mieux, donc on essaye d'en profiter. Voilà, c'était Jacques Savelli, l'entraîneur de Montchigiello Santa Rebarad. Ils sont désormais 8e au classement. Et oui, comme tu disais Patrice, d'abord 2 petites précisions. Le match Bonifacio-Cargès a déclaré forfait. Et le match entre Ghisonaccia et la Costa Verde a été reporté pour conditions météorologiques. Et pour revenir à Calenzane, c'est toujours triste de voir des clubs déclarés forfaits en cours de saison. Calenzane a été reparti il y a de ça 2 saisons en Régional 4, elle a fini champion ensuite en Régional 3 et cette année c'est plus compliqué, ils sont mal débuté la saison, ils ne jouaient plus au stade municipal de Calenzane, ils jouaient au stade Jacques Ambrogi de la Balagne. Ça fait toujours quelque chose de voir ces clubs s'arrêter en cours de saison et qui plus est pour les autres équipes, ça relance totalement la course à la montée mais aussi la course au maintien. Allez, Régional 1, la victoire de Corté 2-1 face au FJ EB. Le Svar, lui, a fait match nul en déplacement à Bastikac, 1 but partout. La Kazinka s'est inclinée 2-1 face à AFA. On le voit au niveau du classement, le Svar est toujours leader avec 60 points. Deuxième, l'US Corté avec 56 points. Troisième, Bastikac avec 50 points. Pour les prochaines journées, le Svar va recevoir le Sud FC. Corté, lui, va se déplacer du côté de Boconia. La Piave des Loups va recevoir Bastilicac et la Kazinka, elle va se déplacer du côté de Porto Vecchio. Allez, maintenant on passe aux championnats nationaux en commençant par les 19. Monsieur Philippe Lemaire, pour le dernier match de vos jeunes, c'était contre le GFCA, une très large victoire, 5-0, c'était le 8 mars. Cette victoire, elle fait du bien pour justement se décoller du fond de tableau. Ah oui, tout à fait, oui, donc ça fait partie de ces matchs à gagner. Donc voilà, nous, effectivement, on arrive dans ce groupe U19 nationaux avec beaucoup d'humilité. Il faut, en passant des 18 régions, il faut valider ce niveau. Ceci dit, c'est une poule qui en plus est très dense, très dense, avec beaucoup de centres de formation. Et puis les équipes amateurs qui sont là sont des équipes de grandes villes, Marseille, Nice, Toulouse, avec une densité de joueurs importante. Et moi, je trouve que c'est un championnat, je dirais, très dense, très formateur, parce qu'on affronte 2 footballs différents. Le football des clubs amateurs, où là, on est dans la compétition avec des joueurs prêts, etc. et tout, et force à nos jeunes aussi, nous, de répondre. Et puis en face, des centres de formation, alors de renommée, et avec des joueurs avec de réels profils, Ligue 1, voire plus. Donc voilà, c'est vraiment...
C'est vraiment, je dirais, un championnat très dense. À l'aller, on avait été battu par le Gaz. Eh ben, on a pris notre revanche, un partout, voilà, donc c'est parfait. Là, vous parlez de cette formation justement en U19, c'est une découverte pour tout votre effectif. Il y a aussi cette passerelle aussi pour aller titiller un peu la réserve du Sporting. Dans votre championnat aussi, il faut confirmer justement pour aller chercher un peu plus haut dans votre formation. Ah voilà, tout à fait, ça c'est le projet club. Donc le surclassement est un outil de formation. D'accord, qu'on soit bien clair. Il faut toujours que le joueur soit en difficulté à l'entraînement. Il faut toujours que ce soit difficile. Donc à un moment donné, quand j'ai un joueur qui est trop facile à l'entraînement, stop, on alerte et il va au-dessus pour pouvoir s'entraîner. Donc on a identifié avec Manu bon nombre de joueurs comme cela qui, eux, font le cœur de semaine, c'est-à-dire les semaines un peu difficiles et tout de développement, avec lui à l'entraînement. Donc ça c'est très très régulier. J'en prends également un Chouki en U17. Donc voilà, dès que Chouki a des joueurs qui se disent hop là, c'est un petit peu trop facile pour l'instant, il n'est pas en difficulté tous les jours, il passe avec moi et tout. Donc c'est vraiment ce projet-là qui fait que on découpe la semaine en deux phases, du lundi au vendredi soir, c'est vraiment sur le développement du joueur, d'accord. Et puis le samedi matin, on a un groupe avec lequel on va travailler le dimanche, et là on travaille la compétition, l'esprit compétiteur du joueur. Justement aussi, vous avez parlé, ces jeunes joueurs sont toujours au lycée. Comment on arrive à bien marier le football et aussi l'école? Déjà, en ne se trompant pas sur le recrutement, puisqu'on veut des joueurs fiables, des joueurs qui respectent ce qu'on leur demande. Ils acceptent ce qu'on leur demande, donc quand ils le respectent, pour nous, ce sont des joueurs fiables. L'année dernière, on a fait 100% au bac, 10 sur 10. Donc, alors pour moi, c'est pas un exploit, mais c'est quand même notable. Ce qui veut dire qu'avec, je crois, de mémoire, 273 ou 114 entraînements, donc quand vous cumulez tous les entraînements, plus les heures d'école et tout, et que vous avez ces réussites-là, certains ont eu la montée, le bac, bon, c'est formidable, ça fait vraiment des saisons enrichissantes. Donc voilà, après, je pense que pour le joueur, il faut qu'on soit très attentif, nous, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'empathie par rapport à ça, beaucoup d'observation aussi, parce que dès que le joueur est un petit peu fatigué, etc. et tout, il faut qu'on pense aussi à être proche de lui, lui demander un peu comment ça va, et puis voilà. Donc, mais je pense que ce qui est important, c'est la fiabilité du garçon. Je le dis souvent, mais c'est encore toujours vrai, d'être bachelier, ça ne va pas l'empêcher d'être un bon joueur. Donc on l'encourage à aller chercher ce diplôme-là qui valide, je dirais, ses études, et puis après, charge à lui d'aller chercher autre chose au niveau du football. Justement, le suivi qui est très particulier sur cette formation-là, est-ce que le fait qu'il y ait un échec scolaire peut être un motif de licenciement pour le joueur? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'il y a deux sortes d'échecs. Il y a l'échec quand vous faites tout pour réussir et que vous n'y arrivez pas. C'est que la barre était un peu haute. Et là, quand il a tout fait pour réussir mais que ça passe pas, voilà, ça c'est pas grave. L'échec peut-être quand quelqu'un se fiche des règles, etc. et tout, là. Mais auquel cas, la décision elle est souvent prise avant. Bon, ça nous est pas arrivé. On avait plutôt un ou deux joueurs performants au foot mais qui étaient un peu en difficulté. On a su avec lui tirer la sonnette d'alarme au bon moment. On a rajouté des cours particuliers, etc. On était encore plus proches et tout, avec le référent scolaire, etc. Et puis, il a eu son bac. Et puis, voilà, ça s'est bien régulé. Donc, non, je pense que, voilà, on est là pour les accompagner. On est avec eux, pas contre eux. On est avec eux. Donc, mais il faut l'être tous les jours, pas que dans les paroles, dans les actes, avec eux, en discutant, en observant. Et puis, pour leur amener beaucoup de confiance, pour l'amener aussi, puis faire le lien entre le foot, parce qu'il y a un triple projet en fait, c'est qu'il y a l'école, il y a le citoyen et le footballeur, quoi. Et quand tout ça est réuni, nous, notre vraie victoire, elle est là, quoi. Parce que, en fait, moi, je vous pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup de reportages sur le football en général, sur la formation. Il y a pas mal de joueurs, quand ils sortent de justement cette post-formation, qui ne réussissent pas parce qu'on sait qu'il y a très peu de chances que certains joueurs puissent réussir au niveau professionnel. On dit qu'ils en prennent un coup psychologiquement, que finalement, le suivi n'a pas été là au bon moment, au bon endroit. Est-ce que vous le voyez, ça aussi, des fois, des joueurs qui peut-être n'écoutent pas forcément les consignes ou se dire qu'il y a certains joueurs qui peuvent dériver plus vite que prévu? Oui, alors bon, ça existe partout. Nous, déjà, au centre, on a peu de joueurs. C'est vraiment un désir d'avoir peu de joueurs parce que
pour qu'il soit bien identifié, pour qu'on s'en occupe bien. Ça sert à rien d'avoir énormément de joueurs et de s'en occuper moyennement. D'accord ? Donc on préfère être plus dans la qualité et un nombre réduit et avoir nous aussi de la qualité dans l'encadrement. Après, oui, sur des joueurs qui dérivent, mais sans le football, il y en a aussi, hein, des élèves qui dérivent et tout. Donc voilà, moi je pense qu'il faut toujours être présent auprès d'eux, toujours valoriser, toujours encourager, toujours aider. Après, quand vous quittez un centre de formation parce que la barre est trop haute désormais, c'est toujours un choc. Bon, maintenant, il y a une méthode aussi qui permet quand même de ne pas les faire rêver, qui permet de les réfugier derrière le travail, de réfugier aussi que le football ne s'arrête pas forcément au Sporting, il y a d'autres clubs, mais aussi de les préparer à ce qu'effectivement il puisse y avoir une sortie. Donc ça, c'est au quotidien, je dirais, c'est une mentalité de travail qui nous tient à cœur parce qu'on ne prend pas et on ne jette pas comme ça d'un coup. On prépare et on discute, et puis au bout du dialogue, il y a une bascule qui se fait quand même de manière plus douce, quoi. C'est un peu un rôle de papa aussi, au final. Ah oui, complètement. Hein. Moi, des fois grand-père, même moi, mais bon, ça c'est la blague, mais oui, complètement. Complètement parce qu'on peut pas, enfin moi je peux pas faire de foot en ayant des petits-enfants comme ça, malheureux, pas contents d'être là, etc. et tout. Non, il faut faut que ces jeunes-là sont beaux comme des anges, ils sont en bonne santé et tout. Bon, il faut qu'ils soient heureux de faire du foot et tout ça. Et ça, c'est charge à nous de leur apporter, d'être entraînants là-dessus, de leur apporter cette pêche-là pour qu'ils puissent s'éclater, quoi. Et puis après, il faut aller au bout du projet. Quand on va au bout du projet, c'est pas un échec. C'est une expérience qui s'arrête pour en démarrer une autre. Mais il faut aller au bout du projet. Pour les autres résultats, on va parler notamment du GFCA qui a fait 2-2 contre le Football Club de Toulouse. Et on a eu l'interview en visio de Pierre-François Sinap, l'entraîneur des 19 nationaux du GFCA. On l'écoute. Alors Pierre-François, bonjour. Vous avez repris cette année les U19 nationaux du GFCA. Comment jugez-vous votre début de saison, enfin votre saison en général avec ces jeunes du Gazélec? Ça a été une bonne opportunité pour moi de rejoindre le GFCA. Ça a été difficile aussi parce que j'avais beaucoup d'attaches avec Bocognane, qui est mon club de cœur, voilà. Mais le Gaz aussi était un club qui avait compté pour moi, donc c'est sûr que ça a pesé dans la balance. Après, je découvre ce niveau en tant que coach, hein. C'est un championnat très très relevé, très difficile. On a fait un super début de saison, hein, toute une première partie de saison, je dirais exceptionnelle, parce que à la fin des matchs allés, on était premier. Voilà, c'est un peu plus compliqué sur les matchs retour, puisque on n'a qu'une seule victoire sur la phase retour. Voilà, je pense que malheureusement c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir aussi, parce qu'on avait tiré le max des joueurs sur la première partie de saison, et c'est normal d'avoir un petit contre-coup aussi. L'an dernier, vous étiez coach de Bocognane, vous avez fini second en Régional 1. Cette année, c'est des jeunes, c'est une façon différente de coacher, d'avoir une gestion de groupe entre des seniors et des catégories jeunes. Oui, il y a beaucoup de différences. Après, on reste compétiteur, et mes années de senior m'ont fait du bien là-dessus, parce qu'en senior, le résultat est très important, et c'est ce que je retrouve aussi ici, même s'il y a de la formation à faire, mais il faut sauver cette équipe, et il faut rentrer dans les objectifs des débuts de saison. Après, la différence, c'est à Bocognane, le public, voilà, c'est des joueurs qui viennent pour le plaisir, qui font beaucoup d'efforts. Alors que là, par exemple, sur des jeunes, ils ont tous l'espoir de finir professionnels, et l'approche est différente là-dessus. Pour parler du match de ce week-end contre Toulouse, vous meniez jusqu'à la 89e minute avant de vous faire revenir au score 2-2. Comment analysez-vous ce match avant la réception de Nice? De l'OGC Nice. On s'attendait à un match difficile, parce que Toulouse était derrière nous au classement, donc ils avaient besoin de points aussi. Voilà, je pense qu'on a réussi à faire un bon match. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Il fallait en plus une réaction, c'est ce que j'avais dit aux joueurs, par rapport à la déconvenue de la semaine dernière dans le derby.
où ça a été très compliqué pour nous face au Sporting. Donc voilà, j'attendais une réaction de la part des joueurs. Elle a eu lieu, hein. Franchement, dans l'état d'esprit, on a répondu présent et j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. La déception y est parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on n'est pas récompensé et au final, ce que je disais aux garçons à la fin du match, c'est que quand on joue contre des clubs comme ça, contre Toulouse, l'OM, Monaco, donc qui sont censés être au-dessus de nous, c'est compliqué de leur donner des buts sur des phases arrêtées. Voilà, on prend encore 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est ça qui est frustrant parce qu'on les avait travaillés et j'avais mis l'attention là-dessus. Donc c'est ça qui est décevant parce que comme je vous dis, ils ont d'autres atouts à faire valoir que de marquer sur coup de pied arrêté. Voilà. Mais c'est un bon match qui nous rassure quand même. C'est un bon point de prix. On avance, on laisse Toulouse derrière aussi et c'est ce qui est important sur cette fin de saison. Le prochain match, c'est Nice. C'est un adversaire direct que, en cas de victoire de Nice, il recollerait avec vous. Il faudra confirmer avec ce que vous avez dit le bon match contre Toulouse. Oui, exactement. De toute façon, voilà, ça va être le même genre de match, même si Nice a d'autres principes dans le jeu que Toulouse, voilà. Mais nous, il faudra qu'on fasse le même match, hein, voilà, avec beaucoup d'envie, beaucoup de valeur, ce qui nous ressemble, hein, c'est ce que j'avais dit aux petits. Voilà, il faut qu'on retrouve cette solidité qu'on avait en début de saison, qui faisait notre force, cet esprit d'équipe et ce collectif qui nous permet de lutter avec de fortes individualités en face. Mais voilà, c'est encore une fois un match important. Tous les points sont bons à prendre, on le reçoit, donc il faut aborder ce match avec beaucoup de confiance et de courage aussi, je dirais, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Voilà, c'était Pierre-François Sinap, il est l'entraîneur des U19 nationaux du GFCA qui sont placés 6e au classement avec 25 points. Philippe, pour le prochain match, c'est contre l'US Colomiers, une équipe de fond de tableau. C'est important de s'imposer justement pour les décrocher et conforter votre place au championnat. Oui, alors c'est important surtout de pouvoir proposer le jeu qui nous caractérise actuellement, la mentalité qui nous caractérise. Voilà, on va d'abord parler de ça, du jeu, de ce qui est mis en place, etc. et tout, de la mentalité qu'il faut avoir pour ce match-là. Après, si on le fait ensemble sur la durée du match, on ne sera pas loin d'un bon résultat, mais il faut penser à ça d'abord avant le résultat. Donc on va s'attacher à être dans la continuité. Là, pour l'instant, on est sur une bonne dynamique. Donc on va s'attacher à ça, mais cette dynamique, elle est due aussi à la mentalité qu'apportent les joueurs, à la compréhension de ce championnat-là, où ils ont mis un peu de temps, certains, à comprendre, à l'émergence de jeunes aussi, parce que contre le Gaz, il y avait 3-17 ans nationaux titulaires, donc plus 4-5 première année. Donc ça aussi, ces jeunes-là qui poussent, c'est intéressant, ça donne aussi une nouvelle dynamique, ça booste tout le monde, et puis on espère être sur la continuité contre Colomiers. Vous le jugez à combien le barème du maintien dans ce championnat ? Je sais pas. En plus, les données sont un peu faussées parce qu'il n'y a pas de 14e club. Donc voilà, il y a 2 descentes. Il y a le moins bon 11e des 4 groupes qui descend. D'accord. A priori, il ne serait pas chez nous. D'accord ? Donc il faudrait en laisser 2, voire 3 derrière. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il nous faut encore 2 victoires, au moins 2 victoires. Vous avez un match tu voulais en parler justement ? Non, vas-y, un match qui a été décalé, c'est le match face à Nice. Vous avez déjà une date de prévue sur la reprogrammation du match ? Oui, alors le vélo était plus fort que nous. Il y a eu Paris-Nice, l'arrivée de Paris-Nice. Donc voilà, le préfet a décidé que pas 2 grands événements ensemble. Donc non. Donc le match a été remis et il est fixé au dimanche 29 mars à 16h à Nice. Pour parler aussi du championnat en général, on voit des équipes comme Monaco, comme l'Olympique de Marseille, Montpellier et l'AS Saint-Etienne et Toulouse. C'est différentes façons d'aborder des matchs face à des clubs pro ou alors que des clubs comme Balma, l'Olympique Rovenin, Colomiers, Herbel. C'est deux façons d'aborder les matchs, on peut dire. Alors, nous, on les aborde de la même façon, mais la confrontation est différente. C'est pas la même. C'est pas la même du tout. Il y a ce qu'on appelle le football des clubs amateurs qui sont là, eux, pour gagner, pour rester dans la catégorie, etc. Avec des joueurs qui sont prêts pour cette compétition-là, qui sont souvent grands, puissants, voilà, et qui sont compétiteurs et qui espèrent encore pour être repérés pour un centre de formation, etc. Parce qu'à l'aller, on avait repéré à Balma un joueur et qu'on a fait venir chez nous à la trêve.
Donc, ils espèrent toujours ça aussi. Donc, c'est des joueurs il y a des bons joueurs. Hein. Donc, c'est une confrontation difficile, un peu plus athlétique. Hein. Et puis après, il y a le football des centres. Alors, des grands centres, Monaco, Marseille et tout, qui jouent un petit peu jeunes, etc. Mais avec des joueurs, bien évidemment, de qualité. Donc, effectivement, nous, la préparation est la même, mais l'affrontement est complètement différent. Surtout que vous avez eu un avant-goût déjà la saison passée par rapport à la Gambardée, là, mais c'est vrai que vous êtes même sujet à toucher des joueurs. Je prends l'exemple de Monaco-Marseille, après il y en a d'autres, mais des joueurs qui peuvent aussi toucher des bancs de touche en Ligue 1. Ah oui, et puis bon, quand on est allé à Monaco au match retour, on avait été battu 1-0 à l'aller, c'était notre deuxième match de la saison. Quand on est allé au match retour à Monaco, c'était entre 2 tours de Youth League. Donc ils étaient alors au complet, de chez complet et tout. Bon, voilà, on a pris 5-0. C'était peut-être un peu sévère à la fin en score, mais alors en termes de jeu, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, on n'est pas là. Il y a des joueurs de qualité qui, quand en plus, jouent ensemble et quand en plus sont motivés, bon, ça donne ça, quoi. Donc, non, il y a vraiment... il y a des joueurs, là, on a vu des joueurs de Ligue 1, voire de Champions League. Hein. Pour les autres matchs, le GFCA va donc jouer ce week-end, samedi à 14h contre Nice. Et comme on l'a dit, vous allez recevoir Colomiers. Et Patrice, on peut passer maintenant à la Nationale 3, groupe D. La Nationale 3, groupe D, la réserve du Sporting Club de Bastia fait 0-0 à domicile face à Aubervilliers. On y voit au niveau du classement, le Sporting reste toujours 4e avec 32 points pour les prochaines échéances. Le Sporting se déplacera à la réserve de Versailles. Ça sera le dimanche 22 mars. Et justement, Philippe, pour parler un peu de la réserve du Sporting, des seniors, vous avez dit il y a des passerelles avec les 19 nationaux, avec la N3. Comment on amène ces joueurs au monde senior, et qui est un autre football, on peut dire? Oui, alors déjà en les identifiant, en leur faisant, je dirais, faire les séances fortes en réserve et tout, contre Aubervilliers, hein, qui était une sacrée belle équipe, hein, je veux dire, j'y étais au match. C'est une équipe qui descend de National 2, mais c'est une équipe très très armée qui voulait jouer la montée, qui le fera pas cette année, mais qui a vraiment, vraiment beaucoup d'ambition, des bons joueurs de foot. Nous, la réserve, Manu, il a joué avec un 2008 titulaire. Il y a un 2009 qui est rentré près de 35 minutes, 2 2007 qui sont rentrés. Je veux dire, 4 joueurs pouvant jouer encore avec moi. Hein. Donc ça, c'est... Voilà, là, on est en plein dans le projet du développement du joueur. Ça les fait toucher un petit peu le monde adulte et tout. C'est gratifiant même pour vous. Et puis derrière, ça va être bénéfique parce qu'on va ils doivent nous apporter, et on va vraiment savoir s'ils vont nous apporter, hein, parce que c'est ça aussi, de revenir dans sa catégorie, c'est pas de se dire moi je suis au-dessus, c'est toujours de s'adapter et d'apporter ce plus-là, et puis on recommencera après avec d'autres joueurs et tout. Non, on est complètement dans le comme je joue moi avec 3 17 ans nationaux qui sont pas Chucky, on est complètement dans ce projet, je dirais, du surclassement, alors à l'entraînement, mais aussi dans le match, et ça c'est intéressant. Allez, pour le prochain groupe de National 3, le groupe E, le GFCA s'est incliné 4-3 face à la réserve du LOSC. La Balagne s'est incliné également 3-0 face à Charleville. On le voit au niveau du classement, le GFCA reste 4e avec 28 points et la Balagne descend d'une place et est 8e avec 25 points. Pour les prochaines journées, le GFCA va recevoir le Pays de Cassel et le FC Balagne va se déplacer à la réserve du Sporting Club d'Amiens. Allez, groupe H, National 3 et la victoire du Gallia Luciane qui continue et qui confirme le Gallia Luciane 1-0 face à Lyon La Duchère, cette équipe du Gallia qui se pointe 10e au classement avec 21 points. Pour la prochaine journée, ils vont se déplacer du côté de Bourgoin. Allez, National 2, groupe B, le groupe de Borgo et de Fouriagne. On va voir en image la victoire de Borgo face à Bischheim. Elle fait du bien, Patrice, cette victoire aux hommes d'Adrien Rossigne, qui remonte à la 6e place. Oui, effectivement, ils sont imposés 2-1, mais ça fait du bien déjà à cette équipe de Borgo de revenir. Ça fait déjà quelques matchs, ils sont revenus dans leur complexe à Borgo. Donc je pense déjà que ces matchs-là, ils les abordent différemment. Et puis c'est bien aussi pour eux parce qu'ils avaient un peu pris un petit large là sur le peloton de tête. Ils étaient même au milieu de classement, cette équipe du FC Borgo. Et puis voilà, ils sont revenus et cette victoire, elle fait énormément de bien pour la suite. Oui, et sur les 4 derniers matchs, c'était 3 défaites d'affilée et un match nul. Et on voit en image, bien entendu, le très beau but de Barbogne, ensuite l'égalisation de Bischheim et le but sur corner en toute fin de match vient donner un bol d'air frais et ça fait du bien pour la confiance. Ils vont se déplacer à Saint-Privé-Saint-Hilaire
Borgo pour le prochain match. Et on va voir aussi là, en image la victoire de Fourian et Agliagne à Colmar. C'est Fourian et Patrice, tout simplement, est en pleine bourre. Ils se sont imposés aussi la semaine dernière. Ils sont sur une très belle série, cette équipe de Fourian, les coéquipiers de Thibaut Vallière qui continuent leur progression parce qu'ils sont 4e. Et on sait que les prochaines échéances, ça va être le leader. Donc Fourian a plein de confiance avant de recevoir le leader Thionville et c'est de bon augure pour la suite. Oui, et Thionville qui est en ce moment un peu des résultats en dents de scie. Ils ont fait match nul ce week-end, ils ont gagné le week-end avant un nul, encore une défaite. Donc Fourian, même si Thionville est loin devant avec un match de retard, ça peut être quand même un match intéressant à jouer pour les hommes de Romain Paturel. Mais c'est surtout qu'il faut assurer le maintien le plus rapidement possible parce que ce championnat national 2, il est très relevé, c'est très important, on le répète régulièrement, mais dans ce championnat comme ça, qui sont semi-pro, c'est très important d'avoir des représentants corses à ce niveau-là. Et c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Lemaire, là, ce championnat qui est chaque fois relevé, et Fourian, même Borgo, mais Fourian nous habitue chaque année à être dans ce top 5 de ce championnat. Ah oui, mais ça, c'est carrément un exploit. Je veux dire, la National 2, alors moi, je trouve qu'il y a un fossé entre la National 3 et la National 2. La National 2, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de joueurs, d'équipes un petit peu en difficulté dans l'année et tout ça. C'est vraiment très, très dense. Et de réussir à être tous les ans, je dirais, avec des budgets qui ne sont pas non plus exponentiels, je veux dire, d'arriver à être dans le haut du tableau, c'est une performance, une réelle performance. C'est un budget très modeste qu'a Fourian et Agliagne comparé à des grosses écuries. On prend même l'exemple de Chambly ou même de Thionville, qui est quand même une grosse écurie de ce championnat. C'est vrai que Fourian tire toujours son épingle du jeu. Il y avait eu une baisse de régime juste avant la trêve et c'est vrai que depuis le mercato hivernal, Fourian a bien redressé la barre. Allez, on va passer à la Ligue 2 et énième défaite du Sporting cette saison, la 14e pour les hommes de Réginald Reine, équipe du Sporting, qui n'a pas répondu présent lors de cette rencontre. Bastia qui, pour l'instant, n'est toujours pas, alors ça c'est incroyable, n'est toujours pas décroché dans la course au maintien, puisque devant, que ce soit Laval ou Amiens, ils n'ont pas fait le job. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que Bastia inquiète énormément au vu de ce qui s'est passé vendredi. On ne va pas relater tout ce qui s'est passé. On peut comprendre certaines colères des supporters au vu de la prestation de l'équipe, mais c'est vrai que plus on avance, plus Bastia n'arrive pas à gagner de points à domicile et ça peut être compliqué pour la suite. Oui, ça peut être compliqué, mais comme tu l'as dit, c'est paradoxal. On n'est pas décroché dans ce championnat, seulement 4 points d'Amiens. Et Amiens, c'est le futur adversaire du Sporting à domicile. Donc, c'est toujours ouvert dans ce championnat, mais au vu des matchs, on peut se demander si vraiment les hommes de Réginald Ray ont encore la capacité d'aller chercher ce maintien et aussi, on le répète à chaque match, marquer des buts et gagner des matchs. Surtout, Philippe, vous, par rapport au championnat de Ligue 2, parce qu'on a l'impression qu'en fait ce championnat, il est faible. C'est malheureux à dire, mais parce que quand on voit un tel écart sur certaines équipes et quand on voit que Bastia, avec le peu de buts qu'a marqué, parce que Bastia a la plus mauvaise attaque, il faut le rappeler. 14 buts. 14 buts, exactement. On se dit que Bastia n'est toujours pas décroché alors qu'on arrive mi-mars. Si c'était il y a 10 ans en arrière, peut-être que depuis janvier, ça aurait été plié. Comment vous le jugez, vous qui êtes même à l'intérieur du club, même en jeune, de se dire qu'un club comme le Sporting n'arrive pas à s'imposer à domicile ? Oui, alors bon, ça ce sont les constats. Les constats, on ne gagne pas à domicile. Bon, moi je veux plutôt positiver, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on est on est encore vivant, très vivant. Donc, et je pense qu'on a besoin de ça tout autour du club, de se dire, oui, on a encore perdu, c'est fini et tout. C'est pas fini. Voilà. Là, il faut apporter ce regain d'énergie à tout le monde. Je pense que les joueurs, le staff, les dirigeants et tout ont besoin de ça. Parce que, voilà, dans d'autres temps, peut-être que la messe serait dite déjà. Aujourd'hui, on y est. Il y a 3 équipes qui, a priori, sont un peu en dessous des autres. Il y en a 2 qui vont descendre, une qui va faire les barrages. Bon, allons chercher déjà ça. Et puis peut-être qu'après... Mais en tous les cas, ça va être un petit peu, pas dur ce que je vais dire et tout, mais moi, tant que je ne suis pas mort, je suis vivant.
D'accord? Donc là, il faut aller tous ensemble et tout, aller chercher cette victoire qui va débloquer quelque chose et tout, et on va aller chercher ces barrages et se sortir de là. Voilà. Mais le constat qu'on arrive à faire, c'est que dans les grands rendez-vous, surtout à domicile, Bastia n'y arrive pas forcément. On a l'impression que l'équipe est beaucoup plus libérée à l'extérieur, comme on a pu voir le scénario face à Pau. Mais dès qu'il y a un rendez-vous important, tous les rendez-vous sont importants, bien évidemment, mais dès que là, on arrive sur des échéances, il ne reste plus que 7 journées. Bastia va se déplacer à Rodez, qui est une équipe invaincue depuis le 7 novembre. Donc, c'est une écurie qui roule très bien, hein, les hommes de Didier Santini. C'est vrai, je ne sais pas, Jean-Baptiste, ce que tu en penses aussi. Une équipe du Sporting qui peut-être peut faire l'exploit à l'extérieur, mais a toujours du mal à emboîter le pas à domicile. Oui, on a vu à plusieurs reprises cette saison qu'à l'extérieur, les joueurs jouent plus libérés parce qu'on sent quand même la pression populaire qu'il y a à Armentières et qui est forte. On sent qu'elle est forte, mais on a vu des matchs comme à 3 où le Sporting a fait une prestation plus qu'honorable. Donc ça dépend. Et puis le match de Rodez, même s'ils sont invaincus depuis novembre, les joueurs ne jouent pas forcément de la même façon que ce soit à Armentières ou à l'extérieur, puisqu'il y a une pression populaire qui est différente d'un match à un autre. Après, je ne sais pas si je vais rassurer tout le monde, mais on rappelle que Rodez, c'est la meilleure équipe des 5 grands championnats avec leur seconde division. 13 matchs sans défaite pour Rodez. C'est une série incroyable. Oui, donc toutes les séries sont là pour être stoppées. D'accord? Ah oui, j'espère Donc qu'on l'espère. voilà, il faut y aller. Donc tout à l'heure, c'était intéressant ce que vous disiez, parce qu'à l'extérieur, on a fait des bons matchs, contre les gros, on fait des bons matchs, etc. Donc ça veut dire que le problème n'est pas tout à fait footballistique quand même. Hein. Bien sûr. Il est un petit peu sur l'envie de trop bien faire ici, à domicile, etc. Et de ne pas savoir trop comment répondre à cette pression et tout. Voilà. Moi, je pense que l'équipe qui va aligner 2 résultats positifs d'affilée, elle va tout de suite basculer vers les barrages, etc. Donc, par contre, il faut aller la chercher. Pourquoi pas à Rodez? À Pau, on n'y était pas loin. Je veux dire, voilà, et c'était presque mérité d'ailleurs. Et puis on replonge un peu là, donc on retourne. Et puis si vous battez Rodez et si vous battez Amiens, voilà, c'est reparti. Et puis on a un autre discours et tout. Exactement, Donc, parce que ça peut faire, comme j'avais dit, une sorte de money time incroyable sur la fin de saison, je l'avais dit lors de la dernière émission. Mais est-ce que là, après ce qui s'est passé vendredi, est-ce que certains joueurs, malheureusement, psychologiquement, n'ont pas pris un coup? Parce qu'on sait que voilà, le mécontentement des supporters a fait que certains joueurs ont été pris à partie. Est-ce que le Régien Larrey a trouvé les mots justes cette semaine, en début de semaine, justement ce lundi, pour justement remobiliser tout le monde? Parce qu'on sait que ça peut mettre un coup au moral sur l'équipe. Hein. Puis déjà, ça peut mettre un coup au moral, mais il y a ce match à l'extérieur, donc il va y avoir un peu de temps avant la réception d'Amiens. Et puis, comme on disait, la place de barragiste, c'est contre le 3e de National. Et puis le match retour se joue à domicile, même si on sait qu'il y a la pression populaire, etc. C'est un match à part, les barrages, c'est un tout autre match qu'un match de Ligue 2. Puis c'est relevé parce qu'on en parlait en off, mais le National, quand même une Ligue 2 bis, puisqu'elle va passer Ligue 3 dès la saison prochaine. Quand on voit les 3 premiers qui sont Dijon, Sochaux et Rouen de Régis Broard qu'on connaît bien, je me dis que ça joue quand même au football, donc c'est pas gagné non plus, même si on arrive au barrage. Hein. Ça, il faut être honnête. tout à fait, mais c'est pas perdu non plus. Voilà. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette Ligue 2 et sur tous les championnats régionaux, nationaux. Philippe Lemaire, merci d'avoir répondu à notre invitation sur notre plateau. Merci de m'avoir invité, c'est gentil, merci. Plaisir partagé. Patrice, merci pour cette émission. Brice, merci pour la réalisation de l'émission. On se dit à très vite sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot. Mais le prochain rendez-vous, c'est sur Énergie Corse. C'est vendredi à 20h contre Rodez. Après tout.